18 mars 1962, les accords d'Évian mettent un terme à la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle annonce le cessez-le-feu. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie célèbre son indépendance. La date marque aussi le début des représailles contre les supplétifs de l'armée française, ceux qui seront bientôt appelés harkis, comme ces combattants du Sud-Oranais, filmés en 1955. Alors le mot harki vient d'un mot arabe qui est haraka, qui veut dire mouvement, dans le sens se déplacer, avec aucune connotation politique. Certains de ces harkis ont déjà un passé militaire et s'engagent par loyauté pour l'armée française. Votre père avait travaillé avec l'armée française. Il s'est engagé en 1943. Il a fait dans l'armée qui est remontée avec le général Montsabert. Ils ont fait vers Monte Cassino. Il est remonté le long du Rhône. Après, il est resté en Allemagne. De 1943 à 1946 à peu près, il est resté. Et après, ils l'ont démobilisé, il est rentré. Mon père, il a fait l'Allemagne, l'Indochine. Et après, il a refait l'Algérie. Mais pour la grande majorité, l'engagement est dicté par la nécessité, sinon la contrainte. Pendant cette guerre, près de 2 millions de paysans ont été déplacés de leur ferme, de leur petit village, pour les mettre dans des camps, ce qu'on a appelé les camps de regroupement. Et ces populations ont commencé à avoir faim. Et ça a été assez facile, relativement facile dans certains camps, pour les militaires d'aller les recruter. La brigade qui était dans le village avait appris que le beau-frère de mon père était parti avec le FLN. Donc mon père était une cible potentielle qui pouvait aussi partir avec le FLN. Donc il fallait absolument le retenir. Donc il a été emprisonné pendant plus d'une semaine dans un trou. L'armée française, qui avait besoin aussi de l'adhésion de la population, de gré ou de force, donc faisait une pression incroyable sur cette population. Et puis parfois, ça peut être aussi parce qu'un chef de tribu, de gré ou de force, a rejoint soit le FLN ou soit l'armée française. Et en fonction du choix du chef de tribu, toute la population rattachée à cette tribu va se retrouver aussi dans un camp ou dans un autre. À l'indépendance, ils deviennent des cibles. Les historiens estiment à 60 000 le nombre de harkis tués après le cessez-le-feu. Le 18 mars, on signe les accords d'Évian. Théoriquement fin des hostilités, et le soir même à Saint-Denis-du-Sic, donc dans l'Oranie, des harkis sont tués. Donc voilà, début des persécutions. On voyait des gens qui venaient, qui frappaient aux portes, qui rentraient dans la maison, ils prenaient des choses, ils renversaient tout, et puis repartaient dans la journée. Et la nuit, c'était l'enfer, quoi. J'ai assisté à des viols, à des tueries, tout ce qui est ignoble. Mon père, il a été égorgé. Justement, c'est après ça qu'on est parti. On a quitté en 1962. On s'est évadé, en fait. On a tout laissé comme c'était. La maison, les animaux, tout, on a tout laissé. On a attendu jusqu'à... On est parti. Après, il y a eu un camion qui est venu nous chercher à 3-4 heures du matin. Des paquebots débarquent à Marseille, à leur bord des Européens, mais aussi des harkis et leurs familles. Un exil que les autorités françaises voulaient éviter. Voyage de vacances pour certains, mais pour d'autres, ce voyage n'est-il pas sans retour ? Il y a eu un rapport rédigé par un haut fonctionnaire du Conseil d'État qui dit très clairement que la présence des harkis en France, on n'en veut pas. Il y a des militaires qui ont dit non. Par exemple, le général Meyer a dit non. Moi, je ne partirai pas sans les familles de harkis. Des officiers français bravent les ordres et organisent des rapatriements. Sur les 250 000 supplétifs de l'armée recensés en Algérie, 40 000 environ gagnent l'Hexagone avec l'aide des militaires. On est parti à Marseille. De Marseille, on a été à Rivesaltes. C'était un camp
entourés de barboulets. On n'avait pas le droit de sortir, prisonniers. On était des prisonniers. Pas d'école, rien du tout. Il y avait le froid, je me rappelle, c'était en hiver. Et je me rappelle, quand on est arrivé, on était sous des tentes. Vous et votre famille restaient combien de temps à Rivesaltes? Un an. C'est un camp qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour y interner des gens que l'administration considérait comme indésirables, des républicains espagnols avec leurs familles, des juifs de diverses nationalités d'ailleurs, et puis des tziganes majoritairement français. On n'utilise pas le mot interné pour les harkis, on n'utilise pas non plus le mot enfermé, mais plutôt le mot relégué, parce qu'il n'y a pas eu internement administratif officiel. Toutefois, lorsqu'on regarde de près, ils étaient surveillés. Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise ou sur ces images Bias dans le Lot-et-Garonne, les harkis rapatriés avec l'aide de militaires sont conduits dans des camps du sud de la France. Conditions sanitaires exécrables, surmortalité infantile, placement arbitraire d'enfants. Sous surveillance, les familles y restent parfois plusieurs années. Il fallait 2 conditions pour sortir de là. Il fallait justifier qu'un logement les attendait quelque part, et aussi montrer à l'administration de tutelle qu'ils avaient une promesse d'embauche. Ce lion, elle est de mon enfance. De la cité du Mur-Gébardin de leur enfance, il ne reste que quelques statues et l'école du quartier. En 1964, à Dreux, une cité d'urgence est bâtie pour héberger les rapatriés, mais toutes les familles n'ont pas immédiatement accès au confort moderne. Nous, quand on est arrivé à Dreux, on nous a mis dans les baraquements, sans toilette, sans douche. Il y avait juste un lavabo. Des centaines de familles de harkis s'installent à Dreux, venues des camps du sud de la France ou encore de bidonvilles de régions parisiennes. Des familles fichées, comme en témoignent les archives de l'administration, et encore traumatisées par la guerre. On était entre nous, on voyait personne d'extérieur ou quoi que ce soit. Nos parents, ils étaient refermés sur eux-mêmes. Ils avaient tellement subi qu'ils n'arrivaient pas à raconter. Vous savez, ça aurait été comme maintenant, nos parents, ils auraient été chez le psychiatre. Le traumatisme a répercuté sur les enfants, du traumatisme. Donc comment voulez-vous que socialement les enfants évoluent bien? Au traumatisme s'ajoutent les difficultés scolaires. Les enfants, particulièrement ceux qui ont grandi en Algérie, doivent s'approprier le français, puis trouver leur place. Employé pour de durs labeurs dans l'industrie, Amar Bouchanter s'oriente vers une carrière d'imprimeur grâce à un chef d'atelier. Il m'a dit, je vais t'aider, mais il faut que tu travailles. J'ai dit oui. Vous n'aviez pas eu beaucoup d'aide, justement? Non. La cité du Mur-Gébardin est détruite en 2007. Beaucoup de familles de harkis l'ont déjà quittée pour emménager dans des quartiers pavillonnaires. À l'autre bout de la région, les parents de Fatima Hamel sont conduits au camp de Port-Sec à Bourges. Papa et maman me disaient que c'était un lieu assez horrible. Enfin, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment des cabanons pour dormir vraiment dans des conditions assez précaires. Donc là, ils y sont restés de 62 à 64. Enfant, elle connaît ses premiers questionnements identitaires en découvrant le racisme ordinaire dans le Cher. Le fait d'être constamment rejeté et de nous voir constamment, nous dire constamment que nous devons retourner chez nous, effectivement, on s'interroge sur notre pays. À côté d'Orléans, à Semois, il ne reste qu'une stèle de la cité de l'Herveline construite en 1963, une autre cité d'urgence et de relégation. C'était à 8 km du centre-ville d'Orléans, c'était à 2 km et quelques du bourg de Semois. Donc en fait, on était entre nous, carrément à l'orée de la forêt d'Orléans. Pas de bus, il y avait l'hôpital psychiatrique qui était juste à côté, il y avait juste la route à traverser au cas où. Il y avait des usines chimiques pas loin, il y avait le dépôt de pétrole pas loin non plus. La cité héberge des familles jusqu'en 1978, alors qu'elle était censée être provisoire et construite en conséquence. Les conditions sanitaires, c'était déplorable. On vivait dans des préfabriqués qui étaient épais comme des feuilles à cigarettes. Je me rappelle d'un hiver qui était l'hiver 68.
Il faisait tellement froid, vous savez, avec les vitres là. Aujourd'hui, on a des doubles vitrages, mais à l'époque, il y avait les dessins, vous savez, ça faisait des étoiles partout. C'était congelé, on était tous regroupés autour du poêle. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé des maladies incurables, des préjudices par la suite, et beaucoup d'enfants de harkis qui, à mon âge, moi j'ai 66 ans, il y en a beaucoup à 60 ans qui sont partis. Entre espoir et parfois révolte. Le père traversait un village, je devais avoir 4 ans. Et je voyais bien des personnes qui étaient mortes. Et je les ai toujours gardées. On pourra me donner tout l'or du monde, me décrocher la lune. La souffrance, elle est là, elle est présente, constante, quoi. Moi, enfant, finalement, j'ai pas vécu une enfance parce que leur souffrance, finalement, on est des victimes collatéraux de cette guerre. Cette loi qui reconnaît que l'État français s'est mal comporté, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tard parce que tous les anciens sont partis. Rencontre importante dans une ferme d'Indre-et-Loire, celle du président Valéry Giscard d'Estaing avec les harkis. Comme le président Giscard d'Estaing en 1977 à Château-Renaud, régulièrement, on leur a rendu visite. Les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs familles, ont été les victimes d'une terrible tragédie. Régulièrement, on leur a aussi rendu hommage, mais pour leur rendre justice, le processus a été plus long et aura nécessité maintes mobilisations. En 1976, un bureau d'aide est créé à Orléans, une aide au cas par cas pour des formalités administratives. Les Français musulmans rapatriés d'Afrique du Nord sont à une très grande majorité des gens illettrés. Et par ce fait, ils ignorent leurs droits. Pour une reconnaissance officielle, à partir des années 80, leurs enfants se mobilisent. Leurs associations se dissocient des mouvements de pieds noirs et s'affranchissent de la tutelle paternaliste de l'État pour demander des comptes. On devait être reçu au mois de juin par le directeur du préfet ou le préfet, il n'y a rien de fait. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. 60 ans après la guerre, une demande officielle de pardon débouche sur une loi de reconnaissance du préjudice subi par les harkis, loi votée en 2022. Elle prévoit des réparations pour les familles passées par un certain nombre de structures, à raison de 1 000 € par année. C'est des miettes. Moi, j'estime que c'est pas assez vu le préjudice subi. C'est jamais assez. Et votre dossier, il en est où? J'attends, de temps en temps, je les appelle, ils me disent « Vous pouvez nous rappeler dans 6 mois ?» Sur plus de 30 000 dossiers déposés, pour l'heure, 11 000 ont été étudiés. Parce que les associations locales ont produit des rapports argumentés, l'Herveline à Semois ou le Murger-Bardin à Dreux font partie des structures donnant droit à réparation. Mais un grand nombre de harkis et leurs familles en sont exclus. Beaucoup ont vécu comme des clochards, en fait, comme des SDF, et ils n'ont pas pu prouver qu'ils ont vécu dans des conditions indignes, déplorables. À Dreux, par exemple, il n'y a pas que au Murger-Bardin, mais au Prodhomme, aux Bergeronnettes, aux Aubépines, au Lièvre d'Or, il n'y avait pas de chauffage qu'il fallait. Voilà. Et c'est pour ça que ça me désole. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour cette histoire. Plus d'un demi-siècle pour obtenir réparation, des indemnités jugées dérisoires, des situations non prises en compte. La reconnaissance officielle n'effacera pas l'amertume. Ça ne remplace pas la misère qu'on a eue. Tout ce qu'on peut nous donner, ça ne remplacera pas. On a toujours été des Français de seconde souche, on sera toujours pareil. Je ne pense pas que ça changera.